Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale qui sera aujourd'hui entièrement consacrée au monde de la mode en Afrique. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Valérie K. Bonjour Valérie, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors on vous connaît en France depuis plusieurs années parce que vous êtes un de nos anciens supermodèles. Vous avez représenté des marques comme L'Oréal, Diesel, Black Up. Vous avez également défilé pour les plus grands couturiers, que ce soit Christian Dior, Jean-Paul Gaultier, Yves Saint Laurent. Je crois que Chantal Thomas a même créé des bonnets de lingerie sur mesure pour vous. Vous avez une carrière qui fait rêver beaucoup de petites filles. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que tout a commencé à l'âge de l'adolescence en Afrique, à Abidjan, parce que vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire. Oui. Comment est-ce que tout cela se passe? Comment est-ce que tout commence, Valérie? Alors, moi, j'ai été découverte par Alfadi. C'était un ami de la famille, donc il venait souvent les week-ends à la maison. J'avais 14 ans et il a craqué sur moi et il a voulu que je l'accompagne. Et c'est comme ça que je commençais à défiler. Et à l'époque, alors Alfadi, rappelons que c'est un très célèbre designer, styliste nigérien. Exactement. Qui a vraiment été un des pionniers pour révéler la mode africaine en dehors des frontières du continent. Oui. Et donc à l'époque, Alfadi, il avait la caravane, ça s'appelle la caravane Alfadi. Et donc je l'ai un peu accompagné partout, j'étais un peu son bébé, quoi. J'étais un peu l'égérie d'Alfadi. Et donc ça m'a permis de découvrir plusieurs pays africains, de voir la culture aussi en dehors de la Côte d'Ivoire. Et c'est un métier qui m'a plu énormément et puis j'ai continué. Alors, qu'est-ce qui vous plaisait? Vous étiez très jeune. Comment est-ce qu'on appréhende ça quand on a seulement 14 ans? Comment est-ce que votre famille aussi voit cette carrière embryonnaire en devenir? Alors, moi, je suis d'une famille où il y a eu pas mal de mannequins. Ma tante a été l'une des premiers mannequins de Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'elle avait son calendrier à la maison. Donc, quand on allait en vacances chez mon grand-père, on la voyait partout. C'était à l'âge dans les marchés africains à Abidjan. Donc, elle était quand même très connue. Ma mère, elle a fait un peu du mannequinat, donc je pense que ça vient un peu de la famille en fait. D'accord, donc vous étiez un peu familiarisé déjà avec cet univers. Simplement, tout bascule arrivé à l'âge de 16 ans, puisque là, vous arrivez à Paris et les choses sérieuses commencent, puisque vous êtes repéré par l'agence Métropolitane. Oui. Et à l'époque, Métropolitane, c'est quand même l'agence qu'a découvert Claudia Schiffer dans les années 90. Oui. Et là commence une carrière internationale. Comment ça se passe? C'était un peu plus compliqué. En fait, je voulais être mannequin et comme je pouvais le faire que pendant les vacances scolaires, j'avais un contrat avec mes parents qui m'avaient demandé de trouver les 3 meilleures agences du monde, ce que j'ai fait. Et à ma grande surprise, ma mère m'a dit, bon, ben, si tu veux être mannequin professionnel, bon, il faut arriver à rentrer dans l'une des 3 agences dont tu m'as ramené, sinon tu oublies ton rêve. Et donc c'est comme ça, je me suis retrouvée chaque vacances avec mes parents en vacances à Paris, à faire toutes les agences de mannequins pour avoir un contrat. Et donc, je suis venue la première fois à 14 ans, on m'a dit non. 15 ans, on m'a dit non. Et à 16 ans, on m'a dit oui. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée à l'agence métropolitaine. Et comment ça se passe? Parce que toutes les petites filles rêvent un jour d'être mannequin, d'être sur les couvertures de magazines, de voyager. Quelles sont vos premières impressions quand vous les premiers voyages, les premiers défilés? Alors, les impressions, déjà quand on signe un contrat, c'est juste incroyable parce que pour une petite Africaine qui débarque à Paris, à avoir un contrat, ça veut dire tout de suite on est prise en main, on est logé, on a un agent qui s'occupe de nous, qui nous organise les voyages à travers le monde. Donc ça c'est super parce que ça permet de pouvoir mettre une espèce de cadre un peu dans ma vie. Parce que quand on est mineur à Paris, on n'a pas les parents, donc il faut qu'il y ait vraiment un cadre. Et donc ça c'était super. Donc ça m'a permis aussi avec l'agence métropolitaine de pouvoir voyager, aller en Asie, en Europe, aux États-Unis. Et pour moi c'était mon rêve un peu en fait. Je n'avais pas l'impression de travailler, voyager, être dans les plus beaux palaces du monde. Pour moi, ce n'était pas un travail, c'était un rêve plutôt. C'était un rêve. Et alors, vous faites ça pendant plusieurs années. D'ailleurs, vous avez arrêté relativement récemment, ça fait quelques années seulement. Mais vous vous êtes lancé dans de nouveaux projets. Oui. En 2015, vous partez à Hong Kong. Oui. Qu'est-ce qui se passe à Hong Kong? Alors, à Hong Kong, j'ai 2 passions. L'autre passion, les gens ne sont pas très au courant de ce que je fais, mais je suis passionnée par le design d'intérieur.
Et la mode, je l'ai lancée après que j'ai créé mon entreprise sur le design intérieur. Ce que je faisais, c'est que pendant les fashion shows à Paris, j'allais sur les chantiers parce que j'étais vraiment passionnée par ça, à casser les murs, à faire la peinture et j'adorais faire ça. Et ma deuxième passion, qui était la mode, j'ai voulu lancer ma marque à Paris, mais c'était très compliqué. Donc en allant à Hong Kong, j'avais la chance de pouvoir travailler en tant que mannequin. Et j'ai commencé à me renseigner pour savoir comment je pouvais lancer ma ligne de vêtements. Ce qui était intéressant à Hong Kong, c'est qu'on n'a pas des jeunes marques, un peu comme ici, où il y a des jeunes designers africains. Et donc là-bas, avec 2-3 copains, on a créé les jeunes designers français. Donc moi, je faisais des vêtements, l'autre faisait des chaussures, l'autre faisait des sacs. Donc c'était complètement innovant parce que les marques qu'on retrouve dans les pays asiatiques, souvent, c'est que des marques de luxe. Et c'est tellement onéreux, on ne peut pas avoir de petits créateurs. Et donc, en lançant ma marque qui s'appelle Je suis une K à Hong Kong, ça m'a permis de pouvoir développer un peu cette vision que j'avais un peu de la mode. Et puis, le fait d'avoir travaillé avec les plus grands, ça m'a un peu aussi inspirée. Et donc, on a eu la chance de pouvoir être représenté dans plusieurs malls et boutiques à Hong Kong. Donc, c'est comme ça que j'ai lancé la marque. Et qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui, cette marque? Alors, cette marque, elle existe toujours, mais pour l'instant, j'ai un peu laissé de côté avec l'association. Mais je réfléchis à la remettre en route. Ouais. D'accord, donc mannequin, entrepreneur. Depuis 2021, vous avez lancé une initiative pour détecter, révéler, promouvoir les talents, les jeunes créateurs africains. Ça s'appelle Cher Africa. J'aimerais rappeler quelques éléments pour un petit peu contextualiser en fait la place de l'Afrique dans le marché de la mode et du luxe généralement. Ça reste encore un marché en devenir, c'est-à-dire que c'est moins de 5% du marché du luxe au niveau mondial. Alors, j'ai un ou deux chiffres, c'est 5 milliards. Ce marché, c'est 5 milliards par an de dollars, alors qu'à elle seule, la capitalisation boursière de LVMH, c'est 500 milliards de dollars. Oui. Maintenant, il y a aussi une croissance des billionnaires qui est assez exceptionnelle en Afrique. Et les billionnaires devraient doubler d'ici 10 ans. Ça veut dire qu'il y a un marché à prendre. Vous avez décidé de participer à la structuration de cette chaîne de valeur des métiers de l'artisanat de luxe et de la mode en Afrique à travers justement cette initiative. De quoi s'agit-il? C'est quoi Cher Africa? Alors, Cher Africa, quand je suis rentrée dans Hong Kong en 2021, j'étais invitée à des fashion shows. Et je trouvais que, qui a commencé la mode à 14 ans, je trouvais qu'on était en 2021 et on n'avait pas encore un événement qui représentait vraiment l'excellence africaine. J'ai eu la chance de participer à des forums, celui de Forum de Davos. Et je trouvais ce qui était super intéressant, c'était de pouvoir se retrouver dans une salle avec des différentes personnalités, les dirigeants du monde, sans qu'il y ait d'intermédiaire. Donc je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut pour l'Afrique. Pour la jeunesse africaine, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'est né Cher Africa. Et donc Cher Africa, quand on a créé, il y avait 3 volets. Pour moi, l'idée, c'était vraiment de présenter tout ce qu'il y avait d'excellence en Afrique. Donc on a fait, le premier volet, c'était dédié plutôt aux étudiants. Donc on avait demandé à des étudiants de pouvoir participer à un forum où il fallait qu'ils présentent leurs projets. On en a eu à peu près une centaine de candidatures. On en a sélectionné 5. Après, on a lancé un deuxième volet qui s'appelait La Machine à rêve. Donc ça, c'était plutôt des jeunes qui n'étaient pas forcément diplômés, mais qui entreprennent. Quand on va en Afrique, tout le monde entreprend. Et comment est-ce qu'on aide ces jeunes-là? Comment est-ce qu'on valorise ce qu'ils ont fait sur place et tout? Donc on a donné aussi une chance à ces jeunes-là. Et le troisième volet où je me suis le plus impliquée, ça s'appelle Africa Fashion Hub. Donc c'était plus dédié aux jeunes créateurs africains. Alors justement, je vais vous arrêter parce que nous avons quelques images de l'édition de l'année dernière de Africa Fashion Hub qui s'est tenue au musée Jacques Chirac du Quai Branly à Paris. On regarde tout de suite quelques images et on se retrouve tout de suite après.
quelques images qui nous rappellent l'édition de l'année dernière. La prochaine édition aura lieu en juin. Oui. Et donc, il est question à cette occasion de récompenser les finalistes de ce concours. Qu'est-ce que représente ce concours? Qu'est-ce qu'ont à gagner les lauréats? Puis déjà, qui peut s'inscrire? Comment ça fonctionne? Alors, Africa Fashion Hub, comme je disais tout à l'heure, c'est un appel à candidature de tous les jeunes créateurs africains ou d'origine africaine. Donc chaque année, on reçoit des candidatures de partout de l'Afrique. On a même des candidatures du Brésil, de Doha, des États-Unis. Et on va faire venir les 5 grands designers africains. On a des membres du jury qui font partie, entre autres, aussi qui font aussi partie des partenaires. Alors, par exemple, qui sont les membres qui composent ce jury? On a des journalistes, fondatrices, par exemple, Marie-Jeanne, qui est la fondatrice du magazine Brune. On a Emmanuel, qui travaille avec Balenciaga. On a aussi, par exemple, les Galeries Lafayette, Alix, avec qui on travaille, qui s'occupe de la partie vente des Galeries Lafayette. Donc, on a plusieurs personnalités, entre autres, qui nous accompagnent. Et donc, ces 5 jeunes créateurs, on va les faire venir à Paris. Donc, venir à Paris, oui, c'est bien, faire du fashion, tout le monde sait le faire. Mais qu'est-ce que nous, on essaie d'apporter en plus, c'est qu'ils aient une formation, un accompagnement. Donc, on va leur préparer un parcours d'une semaine. Donc, ça sera l'occasion de pouvoir rencontrer les acteurs clés de la mode à Paris. Parce que vous organisez ça, excusez-moi, en parallèle à la Fashion Week. Exactement. Ce qui permet aussi à tous ces jeunes créateurs de tout de suite avoir accès au gratin du gratin hein, dans la mode. Exactement. Parce que je trouve un peu dommage qu'on soit à Paris. Enfin, moi qui ai eu la chance de travailler avec des grandes maisons de couture comme Yves Saint Laurent, Lacroix et tout, dans les ateliers, on rencontre souvent la diversité. Donc, on trouve les Indiens, les Chinois, les Africains. Et en dehors de ça, on ne les voit pas. On ne les voit pas pourquoi? Soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que faire un défilé à Paris, c'est pas du tout évident de pouvoir le faire. Il faut trouver des partenaires, il faut avoir les fonds nécessaires. Et puis on a aussi les jeunes Africains qui sont en Afrique, qui n'ont pas forcément les codes, y compris les moyens. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est donner cette possibilité à ces jeunes-là, donner l'expérience, leur donner aussi la visibilité de pouvoir être reconnus à l'international. Et ce qui est aussi frappant, c'est que la plupart des lauréats avec qui on travaille, ils ont habillé des grandes célébrités comme Beyoncé, Rihanna, que je cite souvent, la princesse de Monaco, Theresa May. Mais quand on voit toutes ces créations portées par ces célébrités, on ne sait pas que c'est des Africains. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour donner une image à ces jeunes-là, pour qu'on fasse juste le lien, en fait, entre ces vêtements qui sont portés par ces célébrités que par ces jeunes. Donc, avec Africa Fashion Hub, c'est ce qu'on essaie aussi de mettre en place et c'est ce qu'on veut aussi développer. En leur donnant une formation, en les accompagnant. Alors cette formation, justement, parlons-en. C'est avec HEC, me semble-t-il. Qu'est-ce que c'est que cette formation dans la mode? Alors, c'est une formation business pour leur permettre de pouvoir développer leur entreprise. Je donne souvent l'exemple sur Yves Saint Laurent, qui était à la fois le créateur, et puis il y avait aussi Pierre Berger, qui était la partie business et tout. Et donc, pour les jeunes créateurs, souvent, ils ne savent pas qu'il faut quelqu'un qui puisse les accompagner pour développer leur entreprise. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est du business. Et comment est-ce qu'ils transforment leur petit atelier en business? Il faut qu'ils se forment, il faut qu'ils sachent ce qu'est la comptabilité. S'il y a des investisseurs qui veulent investir, ils ont besoin d'avoir un cahier de charge. Donc, la plupart, ils ne savent pas ce que c'est tout ça. Donc, avec HEC, on va leur apporter ce savoir-faire-là. Et ils ont aussi une formation Balenciaga. Donc Balenciaga, c'est la partie développement de leur marque, la partie communication, les réseaux sociaux, la mode aussi, les créations. C'est aussi important. Et je trouve aussi dommage qu'on est en 2024, qu'on n'ait pas l'équivalent de grandes marques comme Dior, Chanel, Gaultier, africains. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des codes, il y a une façon de pouvoir créer, vendre. Il y a tout un processus à suivre que nos créateurs n'ont pas forcément ça. Parce que la plupart, ce sont des créateurs qui sont autodidactes. Ils sont très bons, c'est des génies, mais concrètement, comment est-ce qu'on transforme ce qu'ils font à une entreprise? Ça, ils n'ont pas forcément les moyens. Donc, c'est ce qu'on essaie de leur apporter. Il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. On sait que la mode occidentale inspire beaucoup, est portée généralement en Afrique, dans tous les coins de l'Afrique. Est-ce qu'on peut envisager qu'un jour, un créateur africain puisse populariser sa marque et qu'on voit, par exemple, un citoyen chinois ou américain ou français
porter quelque chose qui reflèterait justement cette culture et ce savoir-faire africain. Qu'est-ce qui manque pour en arriver là? Mais il y en a quelques-uns déjà qui le font, mais on ne sait pas que c'est africain. Nous, l'année dernière, on avait un créateur qui s'appelle, j'oublie son nom, c'est un Ivoirien, qui est très connu, je suis en train de chercher son nom, mais je vais finir par le trouver, Ibrahim Fernandez, qui a travaillé les imprimés. Ce sont des tissus un peu africains. Et donc, il a changé cette vision qu'on avait de ces tissus très lourds, très, très compliqués à porter, où on le portait souvent pendant les cérémonies. Et il a un peu démocratisé ça, parce que il en fait des shorts, il en fait des robes, il en fait des pantalons. Et ça, on en a vu partout. On ne savait même pas que c'était Ibrahim Fernandez qui avait créé ça. Donc, en fait, les jeunes créateurs africains, ils sont un peu pionniers sur pas mal de choses. Mais en fait, il faut juste donner le nom, l'image et aussi les informations sur ces créateurs-là. Parce qu'on ne les connaît pas, en fait. Donc, même quand on voit leur travail, on ne sait pas que c'est des Africains. D'où l'intérêt justement de votre initiative qui met aussi ces jeunes créateurs en contact avec le monde des médias spécialisés sur la mode à Paris. Alors sur les 3 premières éditions, que sont devenus les lauréats? Est-ce que vous avez un suivi? On a un suivi parce qu'après le défilé, ils ont quand même une formation à Balenciaga qui dure entre 4 et 6 mois. La formation aussi avec HEC. Et ce qui se passe, c'est que souvent, on a les lauréats qui sont reconnus dans leur pays, ils ont plus de visibilité à l'international parce qu'ils vont faire tous les plateaux télé quand ils arrivent à Paris. Il y en a quelques-uns qui ont intégré Tranoï, c'est l'un des plus grands événements de vente à Paris entre professionnels et créateurs. On a aussi des créateurs qui sont reçus dans leur pays par le ministre de la Culture. Donc ça leur permet aussi de donner aussi une belle visibilité. Les ambassades se déplacent pour pouvoir recevoir aussi les créateurs à Paris quand ils viennent participer au défilé. On a aussi des créateurs qui ont participé après à des fashion shows qu'il y a eu, entre autres, en Suisse, aux États-Unis, à Lagos Fashion Week en Afrique. Il y a aussi des incubateurs qui vont les récupérer. Par exemple, on a le Canex, qui a pu aussi investir dans des marques, des créateurs avec qui on avait travaillé. Donc en fait, ça donne vraiment la visibilité sur ces créateurs-là. Et chaque année, ils vont être ceux qui vont être choisis un peu partout dans tout ce qui va être lié aux événements africains. C'est un véritable accélérateur, en même temps une mise en lumière formidable pour ces jeunes créateurs. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu du wax, parce que souvent, quand on parle de la mode africaine, on pense au wax. Or, le wax, c'est quand même un tissu qui viendrait d'Asie, qui aurait été importé pendant la colonisation hollandaise et qui a fait l'objet d'une vaste appropriation par les habitants, surtout d'Afrique de l'Ouest, qui les portent à des cérémonies. Et aujourd'hui, il y a comme une forme de, je dirais pas de rejet, mais on essaye peut-être de mettre moins en valeur le wax et puis peut-être plus en avant le bogolan et d'autres formes de tissage pour montrer la richesse et la variété de ces savoir-faire. Est-ce que je me trompe qu'il y a une réappropriation des anciens savoir-faire et que le wax est peut-être un peu moins en avant? Valérie? Je dirais que c'est plutôt les deux, parce que quand on regarde par exemple ce qu'est Dior à faire, la collection Dior avec Pateo, qui était du tissu wax, ils l'ont fait au Maroc, c'était magnifique ce qu'ils ont fait. C'est vrai que là, on voit un peu plus quand même les tissus traditionnels africains, parce que les jeunes aussi s'en inspirent, et de plus en plus, ils font des collections aussi qui sont plutôt des types un peu occidentaux, mais avec des tissus africains. Donc, quelque part, c'est beaucoup plus facile aussi de pouvoir les porter. Et puis, à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, donc ces matières-là, on en voit un peu plus. Moi, ce que j'aime bien dans les matières faites en Afrique, c'est que c'est quand même original, c'est atypique. Ce sont des couleurs qu'on ne trouve pas, avec des motifs qu'on trouve nulle part ailleurs qu'en Afrique. Et d'ailleurs, on avait un de nos créateurs, s'appelle Amy Casby, qui travaillait avec un groupe de femmes coopératives au Nigeria. Et ces femmes-là, ce sont des familles qui ont survécu à l'époque de la guerre du Biafra.
Et donc, ce sont ces femmes-là qui font le tissu qu'ils utilisent pour faire ces collections. Et c'est magnifique. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, Theresa May portait une de ces vestes. Et donc, des créateurs comme ça qui viennent chaque année participer à l'événement. Chacun vient avec son originalité, sa façon de concevoir. Et comme on va vraiment chercher dans chaque région africaine, donc chaque année on essaie de prendre quand même chaque région de l'Afrique, donc que ce soit l'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest. Donc ils ont franchement chacun son identité. D'ailleurs, quand on vient au défilé, on découvre une palette de couleurs ou de créations, donc on ne s'attend vraiment pas. Pourquoi? Parce que chaque pays a son identité dans les tissus, dans le savoir-faire, dans les motifs et tout. Et nous, ça aussi, on essaie de mettre en avant. Donc je pense qu'avec le wax et les tissus traditionnels, enfin, il y a la place pour les deux. Hein. Donc après, ça dépend de comment est-ce qu'on utilise et qu'est-ce qu'on en fait. Effectivement, je me souviens l'année dernière, il y avait un des lauréats qui, lui, avait vécu en Inde pendant un certain moment où il avait des vêtements très colorés et il avait des inspirations très diverses, états-uniennes, indiennes, africaines. Et c'est effectivement une réécriture, finalement, d'un savoir-faire qui est séculaire. C'est-à-dire que dans certaines régions africaines, il y a des castes de tisserands qui, de génération en génération, transmettent leur savoir-faire à leurs héritiers. Maintenant, pour répondre à la demande croissante des consommateurs africains, est-ce qu'il ne faudra pas ouvrir ce savoir ancestral et un peu garder religieusement d'une fratrie à une autre à des profanes qui pourraient réinventer, réactualiser ces styles-là? Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie? Mais je crois que ça commence, hein, parce que j'ai vu récemment des tissus, on va dire le quintet, par exemple, hein, à l'époque fait justement par les tisserands. Maintenant, on commence à l'avoir un peu plus industrialisé, mais franchement, je veux dire, à la base, les couleurs sont faites encore en Afrique, et tant mieux, tant mieux. Et il y a pas mal de jeunes quand même qui s'y intéressent. Le savoir-faire, il faut dire aussi que les jeunes n'ont plus la patience. Hein. Donc, ça. Ils suivent tous les réseaux sociaux, on voit ce qui se passe aux États-Unis, on essaie de faire pareil. Et ce savoir-faire artisanal, je pense que c'est bien, il faut le garder. Moi, quand je vais en Côte d'Ivoire, sur la route de Yamoussoukro, vers Bouaké, il y a plein de tisserands ivoiriens qui font ça. C'est super beau. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et puis il y a une technique aussi qu'il faut qu'ils transmettent. Je pense qu'ils le font, puisque depuis le temps, il y a quand même encore des gens qui continuent à tisser. Donc je pense que la transmission, elle est faite. Mais c'est juste qu'après, c'est à nous de pouvoir faire en sorte que ça soit un peu plus populaire dans nos utilisations, dans les confections qu'on va faire, que ce soit même pour des produits de maison, pour des vêtements, pour l'art de table. Ce sont des très beaux tissus qu'on peut utiliser. Absolument. Alors, on va peut-être un dernier mot quand même sur ce concours que vous avez lancé, qui se termine quand, cet appel à candidature? Alors, l'appel à candidature a été lancé le 15 février, se termine le 15 avril. Donc, pendant 2 mois, tous les créateurs africains ou d'origine africaine peuvent s'inscrire via notre site internet, Africa Fashion Up. Africa Fashion Up. Et quels sont les critères? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques? Est-ce que tout le monde peut candidater ou il faut déjà quand même avoir montré un certain acquis? Alors, on a deux catégories. On a la catégorie Young Leader Fashion. Donc ça, ce sont des jeunes qui ont commencé, qui ont 2 ans d'existence, mais qui sont vraiment, c'est des génies en fait, mais qui ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir les accompagner. Donc ces jeunes-là, ils peuvent candidater. Et puis on a les best designers africains. Donc ce sont des designers qui sont capables de pouvoir vendre en boutique, qui ont une boutique, qui ont tout un tas de réseaux qui leur permettent de pouvoir développer leur marque. Et ces best designers-là, on va aussi les rechercher. Pourquoi? Parce que cette année, dont je vous donne l'exclusivité, cette année, on va créer la première vente africaine avec des jeunes créateurs africains aux Galeries Lafayette. Donc on a besoin d'avoir des professionnels comme eux pour pouvoir présenter ce qu'ils font. Donc c'est pour ça qu'on a 2 catégories, les jeunes et ceux qui sont sur le marché depuis plus de 2 ans. Très bien. Alors, le prochain rendez-vous, ce sera toujours au musée Jacques Chirac. Ce sera à quelle date? Est-ce que la date est posée déjà? Oui, ce sera le 26 juin pendant la Fashion Week.
Est-ce que c'est ouvert à tous? Comment ça se passe pour ceux qui voudraient assister à ce défilé? C'est ouvert à tous. D'accord, donc on attend un large public au musée Jacques Chirac du Quai Branly. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, Valérie, sur la question. J'invite les téléspectateurs de Télésud à regarder sur les réseaux sociaux le site internet de Valérie K et qui vous donne rendez-vous donc au mois de juin au musée du Quai Branly. Merci de votre attention et à très bientôt.